La deuxième résidente que nous allons entendre ce soir est Elena Balsamo. Elena est née en 1956 en Russie soviétique. Historienne des langues et littératures scandinaves, Elena Balsamo s'installe en France en 1981. Après avoir rédigé une thèse sur le conte scandinave, elle traduit de nombreux auteurs nordiques et français, dont August Strindberg, Aymar Söderberg ou encore la poétesse Edith Södergran. Primée à de nombreuses reprises en tant que traductrice, elle a reçu le prix de la traduction de l'Académie suédoise à plusieurs reprises, en 2001 et en 2019, le prix Sévigné étranger en 2010 et 2011. Elena Balsamo s'est aussi consacrée à l'écriture de plusieurs livres, dont 5 histoires russes aux éditions Noir sur Blanc, Triangle, Isocèle et Décalcomanie, sortis chez Marie Barbier Éditions. Autant de récits nourris par ses souvenirs soviétiques, dans lesquels l'observation fine croise la réflexion et l'humour. Son dernier ouvrage, intitulé Périmètre élargi, est paru le 6 mai de cette année, chez le même éditeur. Je rajouterai qu'Elena Balsamo est lauréate du programme Gilbert Musy 2022, masterclass de traduction littéraire organisé par le Centre de traduction littéraire de l'Université de Lausanne, et que ce prix lui a valu une résidence de 2 mois au Château de Lavigny, dont c'est la dernière période. Oui, je ne vais pas vous lire un bout du dernier livre paru. Si vous voulez, vous pouvez le regarder, il est là. Mais du précédent qui s'appelle Décalcomanie, justement, et qui est un assemblage de 17 histoires agrémentées de quelques réflexions. Et l'histoire en question s'appelle Les trains. Le train pour Saint-Pétersbourg partait à minuit. Un train de nuit qui devait nous y amener le matin, ma sœur et moi, nous permettre de visiter la ville avant de rentrer en Sapsan, l'unique ligne à grande vitesse en Russie qui depuis 2009 relie les 2 capitales, l'ancienne et la nouvelle. Comme l'idée de faire un trajet de plus de 700 km pour se balader là-bas pendant une journée semblait parfaitement normal à mon entourage, je ne m'y opposais pas. Nous nous donnâmes rendez-vous à la gare bien à l'avance, pas question de rater le train. Et pourtant, nous avons consulté le panneau d'affichage, trouvé le bon quai, le train était là, pas beaucoup de passagers, mais le chef du wagon était à son poste. Il contrôla nos billets et nous souhaita la bienvenue. Nous trouvâmes notre compartiment, rangeâmes nos sacs, étalâmes les draps fraîchement amidonnés qui font le charme de ces trains de nuit et nous apprêtâmes à nous coucher. Plutôt par hasard, je jetai un regard par la fenêtre et soudain vis défiler le quai. Je consultai ma montre. Est-ce normal qu'on parte avec un quart d'heure d'avance ? Sans répondre, ma sœur a saisi nos affaires et se précipita vers la sortie. Je la suivis. On va bien à Saint-Pétersbourg, lança-t-elle le chef du wagon. Non, fit-il flegmatique, on va à Yeysk. Yeysk, une ville à 700 km à l'est, sur la mer d'Azov. Un peu comme si, en partant de Paris à Bayonne, on allait se retrouver à Berlin. Le quai continuait à défiler. Nous étions sur le point de quitter la gare. À cet instant, ouvrant grande la porte, le chef du wagon fit un geste d'invite. « Alors, mesdames, on saute ?» Et les dames sautèrent. D'abord ma sœur, qui n'avait pas hésité une seconde, moi ensuite en suivant son exemple. Le train s'éloigna. Une fois à terre, j'éclatai de rire. Je m'imaginais un contrôleur français prononçant cette phrase dans une situation analogue. Cela me fit réfléchir. Et si j'avais été seule, aurais-je sauté ? Certainement pas. Moins à cause du risque, pourtant bien réel, que parce que je suis devenue trop occidentale, trop disciplinée. À force d'entendre sans cesse la ritournelle « Mesdames, Messieurs, notre train est arrêté en pleine voie. Nous vous rappelons qu'il est interdit d'ouvrir les portes. » Je finis par apprendre, comme tout le monde, à agir selon les règles et pas en fonction des circonstances. Cet épisode est à mes yeux emblématique. Dans un pays comme la Russie, il faut savoir improviser. Aux situations insolites, des solutions originales.
Sinon, on se retrouve à Yeisk. Et il faut bien dire que les situations insolites ne manquent pas. Un jour, je fus témoin du dialogue suivant entre ma sœur et une vendeuse au rayon des alcools. Une bouteille de vodka, s'il vous plaît. Laquelle désirez-vous, madame? La moins chère. C'est celle-ci, après un instant d'hésitation. J'espère que vous n'allez pas la boire. Non, bien sûr que non, c'est juste pour verser dans le moteur de la voiture. Sortie du magasin, face à ma mine interloquée, elle daigna une explication. Dans cette voiture, vois-tu, l'habitacle n'est pas tout à fait étanche. Alors mieux vaut respirer les effluves d'alcool que celle d'antigel, qui en plus peut être trafiquée. Et je n'ai pas envie de m'évanouir en volant. Les usages peuvent cependant s'inverser. Faute de vodka, il y en a qui se saoulent à l'antigel. Les accidents sont fréquents. Ou encore à l'eau de Cologne, au White Spirit. Alors, on ne s'étonne plus de découvrir cette inscription sur les flacons de Moscou la Rouge, équivalent russe du Chanel numéro 5, impropre à la consommation. Pour en revenir au train, c'est un mode de transport que j'aime beaucoup. Adolescent, je le prenais souvent. Des trains de banlieue branque-ballantes avec leurs sièges en bois au-dessus inconfortables. Des trains couchés dans lesquels on montait le soir pour se retrouver le lendemain matin, disons à Kiev ou à Riga. Mais aussi des trains longue distance. Des trajets comprenant au moins 2 nuits qui vous amenaient bien plus loin. On embarquait avec de la nourriture pour plusieurs jours, on s'installait aussi confortablement que possible, on s'armait de patience. Les arrêts étaient longs et rares, on avait le temps de se promener sur le quai, d'acheter quelques pommes ou un petit pâté aux choux aux paysannes qui venaient attendre les clients de passage. On pouvait même aller boire un verre au buffet de la gare, quand il y en avait un. Les trains reliés et les trains séparés. Tout d'abord, l'URSS du reste du monde. Le fameux changement des roues à la frontière à Brest-Litovsk, indispensable dans la mesure où l'écart entre les rails n'était pas le même et dont les douaniers profitaient pour rançonner les passagers terrorisés qui ne savaient jamais quelle marchandise allait être déclarée interdite pour des raisons incompréhensibles connues des seuls douaniers. Ces derniers temps, je n'ai pas pris souvent le train en Russie, mais quand il m'arrive de le faire, c'est toujours avec beaucoup de curiosité, comme lors de ce voyage à Arkhangelsk, une ville dans le nord du pays. À première vue, les changements étaient patents. Davantage de propreté, davantage de confort et même, chose inouïe, une sélection de journaux sous cellophane, un paquet pour chaque passager. Mais dès qu'on s'éloignait de Moscou, passant sans s'arrêter devant les petites gares dont jadis je connaissais les noms par cœur, car c'est dans cette direction que mes parents louaient le plus souvent des Dacia, la civilisation s'arrêtait et le voyage vers le nord se muait en un voyage dans le temps. Les mêmes longs arrêts dans les gares désertes où les passagers descendaient pour se dégourdir les jambes et griller une cigarette, où les paysannes venaient vendre leurs produits, toujours les mêmes, des pommes de terre en robe de chambre, des petits pâtés, des pommes. À la tombée de la nuit, les mêmes meutes de chiens errants, les mêmes cheminots munis de lanternes qui longeaient les wagons en inspectant les roues. Et surtout, les mêmes étendues de forêt, sans trace de présence humaine. Le rituel immuable des voyages en train explique l'importance de ce mode de transport dans la littérature russe, où le train est aussi chargé de sens que la voiture dans l'imaginaire américain. Sans parler d'un roman comme Anna Karenine, qui commence et s'achève dans une ambiance ferroviaire, plus près de nous, pensons à l'importance du rail dans Le Docteur Zhivago de Pasternak, où les trains forment le décor de plusieurs épisodes différents par leur tonalité, le retour du jeune Zhivago du front, le départ de Moscou de la famille du docteur, la rencontre avec le redoutable commissaire Strelnikov. Le train joue un rôle capital chez Solzhenitsyn, aussi bien dans La Roue Rouge, où Nicolas II abdique dans un wagon du train impérial, que dans l'archipel du Goulag. Là, comme dans tant d'autres œuvre de la littérature carcérale, il devient un symbole puissant, un oxymore combinant l'idée
du mouvement, donc de la liberté, avec celle d'enfermement. Entassés dans des wagons à bestiaux, sans nourriture et parfois sans eau, transportés contre leur gré sur des milliers de kilomètres durant des jours et des semaines, les détenus sont, pour ainsi dire, doublement privés de liberté, à la fois immobilisés et trimballés d'un bout à l'autre du pays. Et toujours, en temps de guerre et en temps de paix, qu'on soit libre ou prisonnier, le train est ressenti comme un espace extraterritorial, où le temps est momentanément suspendu. On reste de longues heures, parfois même des jours, en compagnie de personnes qu'une fois arrivé à destination, on ne reverra plus. Et comme il faut bien tuer le temps, les langues se délient, on fait à des inconnus des confidences qu'on ne ferait jamais, même aux amis les plus proches. Une aubaine pour la littérature. Merci.